Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu, le magazine qui, chaque soir, sur l'antenne de BX1, essaye de vous aider à décrypter l'actualité. Alors, nous sommes vendredi, vous connaissez la formule. Nous allons passer 25 minutes avec un grand témoin. Nous allons lui soumettre quelques-unes des questions que vous nous avez envoyées sur les réseaux sociaux ou à l'adresse mail plusdactu@bx1.be. Et puis, bien sûr, on parlera avec lui des grands dossiers du moment. Dans l'actualité de cette semaine, il n'y a toujours pas de gouvernement en région bruxelloise, mais quelques déclarations et aussi un petit peu de mouvement au sein du Parlement régional, des glissements qui pourraient avoir leur importance dans les prochaines semaines. On va essayer de vous expliquer tout cela. Notre invité, il suit tout ça de très près. Il est à la tête du parti qui a gagné les élections au mois de juin, considéré comme formateur de cette négociation. Il nous dira s'il est toujours ou pas à la manœuvre. C'est David Lester qui est notre invité. Bonjour David Lester. Bonjour Fabrice. Récemment réélu président de la régionale bruxelloise du mouvement réformateur. Et puis vous êtes aussi bourgmestre de Watermal-Boisfort. 313 jours après les élections, on ne voit toujours pas arriver de gouvernement bruxellois. On vous attendait ministre-président. Vous êtes devenu entre-temps bourgmestre. Et ces négociations semblent plus bloquées que jamais, même s'il y a eu un petit peu de mouvement cette semaine. On commence avec un appel lancé par Marie Lecoq, coprésidente d'Ecolo. OK pour négocier, mais sous conditions. Notre condition, c'est que le PS et le MR soient assis à cette table de négociation. Parce que sinon, on rentre à nouveau dans cette petite guéguerre. Alors, quand il s'agit de négocier des postes au niveau communal, là, ça va, on trouve des solutions. Mais quand il s'agit de trouver un avenir pour la région et de trouver des solutions pour les Bruxelloises et les Bruxellois, là, il n'y a plus personne. Nous voulons un gouvernement stable. Ce sera sans la NVA et vous le savez bien parce que je suis venue plusieurs fois vous expliquer à quel point notre projet de société n'est pas celui de la NVA. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, la NVA a décidé, avec la complicité du MR et des engagés au niveau fédéral, de dépecer Bruxelles. Alors voilà, c'était un appel lancé en début de semaine par Marie Lecoq, que vous aviez à plusieurs reprises ces derniers mois, David Lester, appelé à entrer en négociation. Jusqu'à présent, elle vous répondait non. Aujourd'hui, elle vous répond oui, mais avec des conditions. Vous êtes preneur, pas preneur, vous prenez la balle au bon ou pas ? Disons que j'apprécie le premier virage à 90 degrés, puisqu'ici, au minimum, il y a une acceptation de venir potentiellement négocier. J'espère qu'on arrivera un jour à un virage à 180 degrés, à savoir venir négocier naturellement avec leur programme écolo, mais pas avec autant de conditions, parce que là, c'est rajouter du blocage au blocage. C'est aussi, par exemple, si c'est une manière sur la forme, nous demander, a priori, vous avez bien posé la question mercredi matin, de ne pas aller avec notre allié naturel depuis les élections, à savoir les engagés. C'est qui est quand même, reconnaissez-le, compliqué pour nous. Elle a dit que ça lui posait pas de problème. C'est le problème du MR. C'était à vous de choisir s'il venait ou pas. Mais du coup, ça ferait un élément surnuméraire dans une coalition. Mais il ne faut pas justement une union régionale avec plusieurs partis qui mettent un petit peu leurs priorités politiques de côté, tellement la situation budgétaire est grave. Mais écoutez, oui, allez, moi, vous savez, je ne vais pas écarter une option maintenant. Je crois que c'est vraiment pas le moment. Mais c'est un peu paradoxal de proposer une union régionale, mais de demander que dans cette union régionale, d'office, la NVA soit écartée. Ouais. Je rappelle que la NVA, c'est le premier parti de Flandre, c'est le parti du Premier ministre. Un peu dommage d'avoir une union régionale vu les enjeux qui sont ceux de Bruxelles maintenant, et de ne pas au minimum discuter avec celles et ceux qui sont quand même importants au niveau fédéral. Ouais. Et il y a une connexion très forte. Elle dit que le fédéral va dépecer Bruxelles. Moi, je pense que c'est tout l'inverse au contraire. On le voit, il y a toute une série de points qui vont renforcer Bruxelles. Avoir le soutien du premier parti, du parti du Premier ministre, c'est quand même pas non plus anodin. Et donc, dire qu'il faut une union régionale, mais écarter un des plus grands partis du pays, je trouve que ce n'est pas très correct. Derrière ça, moi j'ai contacté Mme Lecoq récemment et je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc voilà, peut-être que ça se fait par presse interposée et qu'aujourd'hui elle entendra mon appel. Je reviens sur ce que vous avez dit. Ce serait dommage de ne pas avoir la NVA à bord. Ce serait dommage ou c'est indispensable d'avoir la NVA à bord ? Est-ce qu'aujourd'hui la position du mouvement réformateur, c'est de dire on ne veut plus y aller s'il n'y a pas la NVA ou je vais trop loin ? Vous allez loin, c'est-à-dire que nous sommes le parti qui est arrivé premier des élections, nous sommes le parti qui est formateur, donc on doit être un parti qui est celui qui offre le plus de solutions. Mais si vous me demandez mon avis, oui, je pense que désormais, ce serait vraiment une erreur de ne pas aller avec mais beaucoup la de NVA. partenaires ne veulent pas y aller avec la NVA. Est-ce que vous pouvez, pour avoir ces partenaires-là, renoncer à la NVA ?
Mais je pense que nous avons déjà le partenaire frère qui veut, lui, aller avec la NVA. Mais qu'il ne pèse que 2 députés. Et puis, vous savez, il y en a des tas d'autres qui aussi disent qu'il faut aller avec la NVA, mais ne le disent peut-être pas aussi fortement. Mais pas le PS, pas écolo. C'est difficile de faire une majorité sans le PS et sans écolo. Et je pense qu'on aurait très bien pu faire une majorité sans la NVA si, à un moment donné, il n'y avait pas eu des déclarations aussi fortes à l'encontre de la NVA qui font que ça a tellement cristallisé les positions des uns et des autres qu'aujourd'hui, ça devient politique, cette coalition. La NVA, je rappelle quand même qu'à Bruxelles, ce n'est que 2 députés. Mais donc on pourrait s'en passer. C'est une connexion, mais derrière ça, c'est une connexion qui est gigantesque avec Bardewever. Et on le voit, la réforme des zones de police, la réforme du financement des polices, l'asile-immigration, Belliris, les problèmes budgétaires, tout ça sans avoir, je dirais, le soutien du Premier ministre. Reconnaissez, c'est pas du chantage, c'est juste la comédie humaine. Si demain on va dire à Bardewever, écoutez, Monsieur De Wever, voilà, on a fait un gouvernement et on a accepté de ne pas vous prendre parce que les autres l'ont demandé. Ça va être quand même plus compliqué pour moi qui serait ministre-président d'aller lui demander un petit coup de main pour Bruxelles. Alors je vous propose de voir les questions de nos téléspectateurs et auditeurs. Miguel nous dit qu'il y a 1 an, vous avez fait une super campagne électorale main dans la main avec le PS pour dégommer écolo, que vous avez réussi. Alors, demande-t-il, que refusez-vous de donner au PS pour qu'il concrétise avec vous cette réussite? Dites-nous ce qui est sur la table et qui bloque réellement entre vous. D'abord, je me permettrais de dire à M. Lardenois qu'on n'a pas du tout fait une campagne main dans la main avec le PS. Ça, je peux vous dire qu'on a même fait une campagne contre le PS qui, entre autres, c'est vrai, là, sur la fin, le PS nous a rejoints. Sur Good Move, vous étiez d'accord. Oui, c'est-à-dire qu'eux, ils ont voté Good Move, ils ont appliqué Good Move, puis à la fin, ils ont vu qu'électoralement, c'était pas la bonne recette. Le problème, c'est un problème de partenaire où il y a vraiment des divergences de fond dans la négociation. Alors, je pense qu'on peut toujours trouver des compromis. Moi, je regrette, par exemple, que le PS, ici, pour répondre à la question de monsieur, n'ait pas accepté ce compromis qu'on avait mis sur la table. Je suis vraiment triste de ça, qui était un compromis qu'on estimait un peu à la belge, de dire, bah, écoutez, avec la NVA, vous voulez pas la NVA, de commissaire de gouvernement. Accepter, et c'était pas simple pour la NVA de l'accepter, mais ils l'ont accepté du bout des lèvres. C'est-à-dire que du bout des lèvres, ils n'ont pas dit non. Reconnaissez qu'en politique, surtout bruxelloise, c'est déjà un fameux pas. On ne sait pas ce qu'il y a après. Mais quand même, c'est de dire, écoutez, mesdames et messieurs la NVA, vous ne serez pas officiellement secrétaire d'État ou ministre, vous serez commissaire de gouvernement. Donc reconnaissez que ce n'est pas du tout la même chose, le même poids. Et pour le PS, c'était quand même un bon compromis à la belge. Chacun aurait fait un pas. Chacun aurait fait. Et nous aussi. Je rappelle, le MR a essayé de faire une série de compromis, mais malheureusement, il y en a. Alors, qui n'a jamais été autre retenu. question, celle de Ojo. Le MR a gagné les élections, c'est indiscutable, mais les Bruxellois ont voté à gauche. Les citoyens sont pris en otage car les libéraux veulent absolument faire cette coalition avec la NVA qui n'a que 2 sièges. Est-ce que le MR écoute plus son président de parti que les électeurs bruxellois? Oui, il faut arrêter avec le président de parti constamment, c'est un tout petit peu. Donc c'est Jean-Louis Boucher dont on parle. Il faut arrêter aussi avec un autre point, c'est de dire que le Parlement serait à gauche et que tout serait à gauche. Si vous regardez bien, si c'était le cas, il y aurait déjà un gouvernement de gauche à Bruxelles. S'il y avait vraiment un Parlement à ce point majoritaire à gauche, je suis désolé, mais ils auraient déjà fait le gouvernement sans nous. Peut-être qu'il y a des partis à gauche qui n'ont pas envie de gouverner ensemble. Oui, peut-être. Enfin, j'ai pas vu ça. J'ai l'impression qu'ils s'entendent plutôt bien quand il s'agit de passer une loi pour encadrer les loyers, par exemple. Là, à quelques voix près, ils parviennent quand même à le faire passer. Donc c'était si simple qu'ils le fassent. J'ai cru comprendre que c'était pas. Donc ce n'est pas vrai que les Bruxellois ont voté à gauche, ça je réfute ça. Il y a pour moi à peu près une quarantaine de députés qui ont voté à gauche, une quarantaine de députés qui ont voté centre-droit, et puis quelques députés entre qui se cherchent un peu plus. Mais de là à dire que c'est majoritairement à gauche, je suis désolé, mais c'est pas le cas. On va y revenir. Alors ces négociations, elles sont passées par plusieurs phases depuis le mois de juin, des moments où vous avez discuté avec le Parti Socialiste, de juin à novembre de l'année dernière à peu près, puis au mois de novembre, quand les partis néerlandophones sont venus avec une proposition qui incluait la NVA, le Parti Socialiste a claqué la porte et les relations entre vous sont devenues quand même relativement tendues, très tendues par moments. On va écouter une déclaration qui date de ce matin et qui risque peut-être de vous éloigner encore un peu plus les uns des autres. Ridouane Chahid. Ça me dégoûte en fait. Ces propos-là me dégoûtent et le fait qu'ils courent depuis plusieurs mois déjà derrière l'extrême droite, ça me fait poser un certain nombre de questions sur ce parti qui se dit être démocratique et qui en fait est à la course, cherche les voix des électeurs racistes. Il stigmatise en fait une population, pourquoi, qui n'a rien demandé. Et au fond, je me dis qu'en fait c'est la stratégie de Georges-Louis Boucher quand il est en difficulté et qui se rend compte que par exemple, eh bien oui, la population aujourd'hui, elle est consciente que la promesse qu'il a faite, par exemple pour les 500 € par mois, elle n'arrivera pas, qu'il faudra cotiser beaucoup plus pour sa pension et pas forcément avoir une pension convenable. Et donc quand il était en difficulté, il stigmatise. D'abord sur le fond, David Lester. Ridouane Chahid fait référence à les propos de Georges-Louis Boucher sur des contrôles qui seraient à faire sur les bénéficiaires d'allocations pour vérifier s'ils possèdent ou pas des biens immobiliers au Maroc. Cette déclaration, elle était maladroite ou elle était juste ?
Alors, factuellement, les dernières enquêtes en Flandre montrent qu'il y a à peu près sur 900 personnes qui ont été chopées parce qu'ils avaient en effet une propriété à l'étranger. Il y a une grosse moitié où c'est au Maroc, en Italie et en Tunisie. Factuellement, voilà, c'est un fait. Derrière ça, il faut que le PS arrête parce qu'à chaque fois, de généraliser sur l'ensemble de la communauté, de dire que tout l'ensemble de la communauté serait fraudeur ou serait quelqu'un qui mais pourquoi est-ce que Georges Boucher ne cite que le Maroc alors ? Il y a d'autres partis aussi, mais je ne sais pas très bien pourquoi eux isolent cela et alors essayent du coup de jeter l'opprobre sur l'ensemble de la communauté d'origine marocaine à Bruxelles. Franchement, ça ne va pas. Et derrière ça, c'est aussi galvaudé constamment. C'est pas Georges Boucher qui cible les Marocains? Mais non, là c'est Ridwan Chaïd entre autres et d'autres qui se sont dit tiens, là, on voit une opportunité supplémentaire de faire croire que le maire est raciste et au passage d'alimenter un tout petit peu plus le narratif auprès des élus de la diversité qui sont au MR pour leur faire croire ou leur faire penser qu'ils ne sont pas les bienvenus au MR, alors qu'ils sont plus que les bienvenus. Notre liste n'a jamais été autant reflet de la diversité et ils se battent aussi pour que, je suis désolé, il y ait moins de fraude sociale, à Bruxelles en l'occurrence, que l'entrepreneuriat soit mieux valorisé et qu'il y ait moins d'assistanat, ce qui trop souvent a été... Quand Ridwan Chaïd dit que votre parti court derrière l'extrême droite, votre président de parti court derrière l'extrême droite et cherche les voix des électeurs racistes, ça vous blesse ou pas? Énormément, mais... Alors énormément, malheureusement, ça devient banal parce qu'ils font ça depuis maintenant, des mois et des mois. Quand c'est pas nous, c'est la NVA. Quand c'est pas la NVA, c'est des autres. Enfin, je pense vraiment qu'il est temps qu'ils changent un peu de disque, nous faire croire que le MR est raciste. Et quand vous regardez la liste que j'ai menée en 2024, s'il vous plaît, alors franchement, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont racistes ou qui n'ont pas bien compris. Donc non, il faut vraiment qu'ils arrêtent avec cet argument-là. Et je leur ai déjà dit, je pensais qu'ils avaient compris, ils continuent. Qu'on ait des arguments sur le fond, les 500 € et tout ça, mais si c'est complètement faux, la pension, pas de souci. Racisme, franchement, là, c'est taper sous la ceinture, c'est pas correct. Alors, dans la chronique de cette compétition entre le mouvement réformateur et le Parti socialiste, il y a quand même eu un fait notable, il y a une dizaine de jours, c'est le passage de Latifa Aïdbala, députée régionale MR, qui a décidé de vous quitter pour rejoindre les rangs du Parti socialiste. On écoute à ce sujet les commentaires d'un socialiste, Marc-Jean Gaïssels. Alors, on n'a pas débauché les élus. Ça, à ma connaissance, il n'y a pas eu de démarche proactive, contrairement à ce que le président du MR avait dit, puisqu'il allait essayer d'aller à l'approche pour trouver 7 députés pouvant en soutenir une majorité alternative. Nous n'avons trouvé aucune démarche, mais quand quelqu'un en trouve la porte et dit « voilà, je voudrais vous rejoindre », pour des tas de raisons qui sont tout à fait compréhensibles dans le contexte actuel, je trouve assez normal de l'accueillir, d'autant plus que c'est une bonne parlementaire et qu'on n'a jamais eu de différend avec elle. Ouais, vous avez l'air de dire que ça ne change pas fondamentalement le rapport de force, mais quand même, ça fait pencher un peu plus l'équilibre du Parlement bruxellois sur la gauche, quand on est à la recherche d'une majorité pour faire passer un texte ou même pour installer un gouvernement. Ça a quand même de l'importance, ce genre de mouvement. Oui, et puis c'est peut-être le début d'un mouvement plus profond, donc on verra. Alors c'est peut-être le début. C'est un débauchage, c'est pas un débauchage, ça change les rapports de force ou c'est marginal? Alors je crois vraiment que c'est pas un débauchage en effet, donc ça je crois M. Gassol sincère. Je pense que Mme Aïdbala, à un moment donné, a fait offre de service au PS. Elle était devenue députée par la suppléance. Ma suppléance d'ailleurs au passage, c'est quand j'ai décidé de devenir bourgmestre qu'elle est devenue députée. Voilà, je suis triste, la porte restera toujours ouverte. C'est comme ça, je suis triste pour elle et pour nous. Ouais, alors ça fait passer le groupe MR au Parlement régional de 21 à 20 sièges. Le PS, lui, passe de 16 à 17. Et puis il y a eu un autre fait notable cette semaine, c'est la décision de Fabien Minguin de siéger comme indépendant. Ça change un peu quand même la mathématique parlementaire, ou pas? Alors, on parle, et ça répond bien à la question tout à l'heure, est-ce que le Parlement est à gauche ou pas? Ça là, on parle de quelques unités à chaque fois. 1, 2, je pense que Fabien Minguin n'est pas... Mais si on prend les applications en commission, par exemple, où il faut 8 députés sur 15 pour faire une majorité, aujourd'hui, vous ne pourriez plus vous passer du Parti socialiste. En commission, c'est vrai que c'est plus compliqué. En séance plénière, je crois qu'on a toujours possibilité sur toute une série de réformes à Bruxelles qui ne conviennent pas aussi à une majorité de parlementaires par rapport aux réformes qui sont portées par le PS, on est en capacité d'avoir une majorité en la matière. Donc vous n'êtes pas encore prêt de vous marier avec le PS, si je décode bien vos propos, David Lester. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs propositions, on a beaucoup travaillé avec le PS, moi j'ai beaucoup de respect aussi, mais ici il faut reconnaître que je suis très triste, vraiment je le redis, que le dernier compromis qu'on avait formulé, c'est vrai que moi j'étais un peu plus loin, mais quand même j'étais là,
n'ait pas été accepté. Et je trouve que c'était un bon compromis où tout le monde se faisait un peu mal, mais au moins on pouvait avancer. Alors on en est où dans dans ces négociations, David Lester? Parce qu'il y a 3 semaines, Georges-Louis Boucher annonçait qu'il allait, avec vous, privilégier la mise en place d'un gouvernement qui serait minoritaire dans le camp francophone. Mais à part les engagés et le MR, il y a aujourd'hui personne qui vous soutient dans le collège francophone. On est vendredi 18 avril. Est-ce que vous cherchez toujours ce gouvernement minoritaire ou est-ce qu'on doit acter qu'on peut passer à autre chose et que c'est un échec? Non, on a fait un appel très clair à Défi. Je pense que la balle se trouve... Il y a eu une réponse de Défi. Sophie Rehony qui a été très claire, c'est non. Alors on a Sophie Rehony qui dit très clairement c'est non. On a aussi d'autres retours qui nous expliquent que c'est vrai qu'ici il y a une urgence à Bruxelles. Vous savez, Défi, c'est un parti qui est historiquement bruxellois, qui a l'intérêt de Bruxelles dans ses tripes. Et donc, je pense qu'il faut parfois peut-être un temps de maturation. Donc vous espérez toujours obtenir de Défi qu'il monte dans un gouvernement avec la NVA? En tout cas, l'appel très clair, il est lancé. Ouais. C'est pas un appel qu'on a fait mais la réponse de la présidente, ça ne vous suffit pas? 2 jours d'élection. Mais c'est comme Écolo. Écolo, ils nous ont dit longtemps, non, on ne veut même pas négocier. Ici, ils ont fait un premier virage, qui n'est pas parfait, mais parfois, il faut un peu laisser du temps au temps. Ouais. Et donc ici, continuons à tenter de convaincre, même si je comprends que ces derniers jours ont été compliqués pour eux. Il faudrait quand même 37 signatures. Hein. Pour l'instant, vous êtes passé en 3 semaines de 29 à 28 députés pour soutenir ce projet. Ça veut dire qu'il vous manque quand même 9 élus à aller chercher. Est-ce qu'on n'est pas juste en train de perdre du temps? Est-ce que vous n'êtes pas juste en train d'attendre que le rapport de Standard & Poor's arrive? Non, parce que ce rapport de Standard & Poor's, il aurait déjà dû être diffusé 3 fois. Et je vais être honnête, je crains que le rapport de Standard & Poor's ne modifie pas fondamentalement, par exemple, la position du PS vis-à-vis du compromis où on mettait la NVA comme commissaire au gouvernement. Je crois que ce n'est pas ça qui va changer la position du PS, parce que je ne pense pas que c'est leur priorité. Ils ont d'autres priorités, ce n'est pas leur priorité politique. Et donc, est-ce qu'on perd du temps? Je voudrais quand même vous rappeler que moi, à titre personnel, pendant 8 mois, j'ai essayé toutes les formules. Dans la foulée, Elke van den Brand, Christophe Beuckelaar ont réessayé ces formules, plus peut-être d'autres, mais que ça reste compliqué. Et puis depuis lors, d'autres tentent tout de suite. Donc, je pense que tout a été essayé. Donc ici, c'est sûr que ce n'est pas la formule privilégiée au lendemain d'une élection. Ouais. Mais vous préférez être avec la NVA et un gouvernement minoritaire dans le camp néerlandophone que vous passez de la NVA? Mais soyons clairs, si à un moment donné on vient au Parlement, c'est parce qu'on a pu recueillir, en proposant un gouvernement, c'est parce qu'on aurait pu recueillir une majorité des élus. Sur l'ensemble du Parlement? Sur l'ensemble du Parlement. Je reconnais qu'il risque d'y avoir au moins 45 députés sur les 89. Au minimum, voilà, exactement. Ça n'est que dans ces conditions-là. Je ne vais pas devenir ministre-président d'un gouvernement qui n'a pas de majorité au Parlement. Ouais, donc c'est majoritaire, mais minoritaire dans le collège francophone. Ça risque d'être minoritaire quelque part. Ça risque, mais on n'en est pas encore là et vous me permettrez de pas encore tout révéler maintenant. Ouais, ça veut dire qu'il y a encore des tractations et que vous y croyez encore? Ah, moi, j'y crois toujours. Je suis très triste. Je reconnais que chaque matin, il faut remettre un peu d'essence pour trouver la motivation. Mais je reste peut-être un des derniers motivés, mais j'espère de tout cœur qu'on aura ce gouvernement. Et alors, dans votre motivation, vous nous donnez une deadline? Ce sera le 21 juillet, ce sera le 31 août, ce sera la fin septembre J'aurais beaucoup aimé qu'on puisse le faire pour la fête de l'Iris, mais je pense que là maintenant ça va être très compliqué. Je pense honnêtement que le jour où quelqu'un va accepter de débloquer la situation en disant OK... Mais c'est pas facile de dire que c'est les autres qui doivent débloquer. Non, je sais. Alors ça pourrait... Voilà, le jour où quelque chose se débloque, là ça peut aller très vite. Mais en attendant, il faut reconnaître que nous on a quand même fait une série de compromis, une série de propositions, ça n'a jamais été accepté. Il suffirait on a le sentiment qu'il ne se passe plus rien, David Lester, honnêtement, dans ces négociations. Mais vous savez, il n'y a jamais eu non plus, je tiens à le rappeler, malheureusement, de table où vous aviez une majorité et où on discutait sur le fond. Entre francophones, vous aviez quand même discuté avec les engagés et le Parti socialiste. Avec le Parti socialiste et les engagés. Donc là, il y avait une majorité dans le collège francophone. Elle était là et elle a sauté le jour où la NVA a fait partie d'un accord. Alors, le terme formateur, il n'existe pas officiellement en région bruxelloise, puisqu'on travaille sans l'intervention du Palais Royal. Vous avez dit chez nos confrères d'Haleine 24 que vous estimez que vous n'avez pas été réellement formateur depuis 10 mois. Vous estimez que vous êtes quoi aujourd'hui? Un formateur? Des mineurs? Moi, je rappelle quand même qu'il y a 2 mois, j'ai décidé officiellement de faire un pas de côté. Dans mon esprit, je faisais vraiment un pas de côté, c'est-à-dire que voilà. Ça veut dire que c'est Georges-Louis Boucher qui mène les négociations? Depuis lors, j'ai pu faire un pas de côté pendant 3-4 jours, et puis depuis lors, c'est en coulisses évidemment que je travaille énormément. Formateur, c'est quoi un formateur? C'est ça que je voulais expliquer chez vos confrères. Un vrai formateur, c'est ce que Bardo-Wever a pu faire, c'est qu'il a une table. Quand tout le monde est d'accord pour aller jusqu'au bout pour un gouvernement. Et il dépose des textes, et on a un accord de gouvernement. Et ça, cette phase-là, malheureusement, j'ai jamais pu la vivre. Aujourd'hui, vous êtes quoi? Donc informateur, vous continuez à diriger des négociations ou pas? Ah oui, je fais tous les jours. Tous les jours, j'essaye, mais reconnaissez que depuis maintenant presque 1 an, on est bientôt à 1 an, il n'y a pas non plus 65 000 formules, il y a, je dirais, 15 formules, et que toutes, je les ai testées une trentaine de fois. Celles qui avaient été mises sur la table par Christophe de Beuckelaar et Elke van den Brand, on n'était quand même pas très loin d'un accord, là.
Vous ne regrettez pas que ça n'ait pas abouti? Je regrette qu'ils aient mis sur la table un soi-disant accord, alors qu'on savait que tous les partis n'étaient pas d'accord. Il y a qu'un qui a bloqué, c'était l'OpenVLD. Oui, mais ça, moi, je le savais aussi 2 semaines avant. Hein. Donc, je dirais, à un moment donné, c'était une manière de dire, regardez, il y a peut-être une solution. Mais si vous n'avez pas tout le monde qui est d'accord... Vous savez, c'est comme à l'époque où ils ont voulu faire, au niveau de l'Arizona, un accord sans vote. Avec le VLD, très vite, ils se sont rendus compte qu'il y avait un parti qui n'était pas d'accord, c'était le CDNV, mais on n'a pas été plus loin. Parce qu'il y a un respect de tout le monde. Alors, il nous reste 5 minutes. On va prendre d'autres questions. Et une autre actualité dont on a quand même reparlé cette semaine, c'est la sécurité et le projet de fusion des zones de police. 2 questions de nos téléspectateurs et auditeurs. Nico, d'abord. 6 zones de police à Bruxelles pour 1 200 000 habitants, alors qu'il y a 27 zones de police pour la même population en Brabant flamand. Cherchez l'erreur, dit-il. Et puis, autre question de Florent. Maintenant, la fusion des polices. Encore une mesure contraire aux besoins de la région bruxelloise, j'imagine, qui va favoriser la Flandre. Le MR est devenu un parti flamingant avec la NVA qui ne pèse que 1% des électeurs. Est-ce que vous êtes en train de faire plaisir aux partis néerlandophones et à Bart de Wever en particulier lorsque vous acceptez la fusion des zones de police? Non, peut-être que l'erreur, elle se trouve en Brabant flamand. Avoir 27 zones sur tout le Brabant flamand, c'est peut-être ça qui est un problème. Moi, je vais vous dire, je suis bourgmestre aussi maintenant. Quand je vois le projet de Bernard Quintin... Vous n'avez pas été toujours favorable à la fusion des zones de police? Non, c'est vrai qu'à une époque, ce qui m'inquiétait dans la fusion, c'était 2 éléments. C'est qu'il y ait une surreprésentation de la minorité flamande dans la matière et que ce soit en fait une espèce de cheval de Troie. Là, je pense qu'on a des garanties et que le but, c'est vraiment avoir une meilleure efficience et pas spécialement un gain politique. Et 2, c'était que les bourgmestres qui abattent un rôle gigantesque en première ligne en termes de sécurité perdent ce qu'on appelle leur police de proximité, savoir... Et là aussi, on a toutes les garanties en la matière. Dès le départ, vous savez, moi je suis bourgmestre aussi maintenant. Vous aurez des policiers qui seront attachés à Ouattara-Boisfort. Toujours, ça, et c'est le cas maintenant, et ça continuera à être le cas. Mais qu'il y ait une gestion de l'ensemble des démarches de police de la région dans une seule zone, je pense que ça peut amener un gain d'efficience et que ça peut se faire plus vite. Est-ce qu'au final, on aura des policiers, est-ce qu'on aura des policiers supplémentaires, Jean-Michel? Parce que c'est quand même ça une des grandes questions. Est-ce que, au-delà de fusionner les zones, on aura des policiers ou en plus, ou est-ce que c'est juste le commandement qui aura changé? Non, c'est l'accord de gouvernement fédéral prévoit très clairement qu'il y ait un renforcement de tout ce qui est prévu en termes de sécurité à Bruxelles. C'est capital. Pareil en termes d'asile-immigration, pareil en termes de charges financières pour les communes. On voit bien que le fédéral va pouvoir être une belle aide pour Bruxelles, raison de plus pour laquelle c'est quand même intéressant d'avoir le parti du Premier ministre à côté de soi. Mais bref. Alors, on va terminer avec la mobilité. On va encore prendre 2 questions du public de BX1. La première, c'est Fabienne, et qui vous demande, au cas où Écolo reviendrait au pouvoir, puisque visiblement c'est quand même quelque chose d'envisageable, est-ce que vous maintiendrez votre opposition à leurs mesures Good Move et zone de basse émission? Et puis, autre question d'Alain, qui est peut-être un peu plus locale. Qu'en est-il des travaux du Lambermont, un boulevard, où on est en train d'installer une bande cyclable, et puis 2 bandes de voitures, et puis ces travaux à Mézères qui ont été décidés en affaires courantes, alors qu'ils avaient été décidés avant les élections. Alors, 2 questions, oui. Ouais, mais qui se rejoignent. Oui. Si vous faites une majorité avec les écolos à bord, vous allez devoir faire des concessions en matière de mobilité et appliquer quand même une partie de leur programme? Ils devront se battre pour essayer de faire en sorte qu'eux puissent l'imposer. Mais ça, ils le savent très très bien. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis la liste. Mais donc oui, on continuera à s'opposer à Good Move. Oui, on maintiendra ce report de la Lèze. Oui, donc tout ça, je veux dire, à un moment donné, on a aussi été élus en la matière pour ça. On ne va pas changer. Donc ça, c'est un premier point. Mais tout ça, ça fait partie aussi d'objets de négociation. C'est pas un signal très positif que vous envoyez aux écologistes. Non, ils n'ont pas envoyé beaucoup de signaux très positifs ces derniers temps non plus. Vous savez, moi, j'ai contacté Marie Lecoq, elle ne m'a jamais répondu. Donc à un moment donné, moi, je veux bien faire beaucoup de signaux positifs ces derniers temps, mais il faut aussi un tout petit peu m'en donner 1 ou 2 de temps en temps. C'est pas parce qu'on est premier parti qu'on peut nous cracher dessus comme ça à longueur de journée. Ça, je préfère être très clair en la matière. Deuxième point, par rapport, et c'est très intéressant, aux travaux qui sont maintenant annoncés, je ne reviens même pas sur le fond des travaux. Ce qui m'ennuie quand même très fortement, c'est qu'il continue à y avoir une série de décisions qui sont prises par un gouvernement en affaires courantes, des décisions qui sont extrêmement impactantes pour le quotidien des Bruxellois, alors que, logiquement, en affaires courantes, vous n'êtes pas censé prendre ce genre de décision. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas lancer les travaux sur le Lambermont. Désolé. On ne devrait pas avoir le permis qui est délivré pour le rond-point Mézères. Délivrer un permis, non, je suis désolé, à un moment donné, il y a toute une série de mesures qui sont à haute teneur politique et qui, elles, doivent être garanties par une majorité parlementaire et un gouvernement derrière. Et donc, ça veut dire que vous pourriez revenir en arrière si vous obtenez je ne me la sens pas du tout lié par aucune mesure qui est prise depuis le 9 juin par ce gouvernement d'affaires courantes. Merci David Lester, merci d'avoir été notre invité. On ne se retrouvera pas lundi matin pour Bonjour Bruxelles parce que lundi c'est férié, c'est lundi de Pâques. Je vous dis donc à mardi. Excellent week-end à tous.